Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler du GeoRep, que beaucoup de gens commencent à connaître maintenant. Ce que vous en connaissez, c'est ce que vous voyez au travers du portail georep.nc. Mais ce que vous ne voyez pas et ce que vous ne connaissez pas forcément, c'est tout ce qui se passe derrière, dans les directions métiers. Et il s'en passe beaucoup. Au gouvernement, donc, la cartographie est un outil en plein essor pour la saisie terrain, la gestion des informations récoltées et également sa valorisation. De plus en plus de métiers non cartographiques passent désormais par ce vecteur très visuel et ergonomique. Alors que se cache-t-il derrière GeoRep ? Lors de votre inscription, vous aviez la possibilité de remplir un questionnaire qui permettait d'asseoir un petit peu ma présentation d'aujourd'hui. Donc je remercie tous ceux et celles qui ont bien voulu participer. Et les résultats, je vais vous les afficher sous forme de tableau de bord. Que voici. Alors aujourd'hui, le GeoRep, c'est 75 applications, dont environ 2 tiers sont sécurisées et 52 000 visites en moyenne par mois. Alors comme on peut voir, les estimations de visites, où est-ce que c'est là au milieu, étaient largement sous-estimées. Jusqu'il y a peu de temps, l'utilisation des SIG au gouvernement était beaucoup sur client lourd avec ArcGIS, ou alors à vocation de communication grand public, que vous connaissez par le biais de GeoRep. Applications qui sont orientées communication, on affiche les données, on les interroge pour connaître les attributs, enfin tout ce que vous connaissez. Ces applications sont nécessaires et se développent dans de nombreux domaines d'application et de plus en plus. Depuis quelques petites années, on voit les besoins évoluer et intéresser les non-géomaticiens. Donc tous ces thématiciens qui sont de plus en plus séduits en fait, par ces outils qui sont très ergonomiques et très visuels. Et qui a une puissance, ce qui les intéresse, c'est également la puissance d'acquisition de la donnée, de la valorisation et de la gestion. Avec le positionnement que l'on a choisi sur le cloud, le nombre d'applications que l'on trouve que l'on trouve disponibles dans le cadre d'ArcGIS Online, ça nous permet en fait de se doter d'outils très efficaces et pouvant répondre à de nombreux besoins. Ainsi, sans développement, et je le souligne, notre réactivité est assez grande. La diversité et la facilité d'utilisation est telle que cela nous permet de toucher de plus en plus de métiers. Et ainsi, en 4 ans, nous avons vu notre nombre d'applications plus que tripler. Les thématiques concernées aujourd'hui sont très diverses. Je peux souligner notamment le suivi des maladies végétales, des insectes ravageurs, la santé, la sécurité des personnes, l'environnement terrestre maritime, aménagement du territoire, économie, données de société et bien d'autres. Des applications de visualisation, on est passé à des applications plus de gestion, j'aime pas trop le terme parce que ça va plutôt être de la saisie terrain et de la valorisation interne qui permet en fait à ces thématiciens de pouvoir se rendre compte de leurs données, de mieux les appréhender. Et c'est ce qu'on va découvrir au travers de 2 cas d'usage avec Wael Ali Ben Ahmed et Muriel Hagen. Donc tout d'abord, voyons avec Wael, inspecteur phytosanitaire référent géomatique pour le CIVAP, le service d'inspection vétérinaire alimentaire et phytosanitaire de la DAVAR, comment la géomatique intervient dans le plan d'action d'éradication du scarabée rhinocéros. En effet, en septembre 2019, des scarabées rhinocéros ont été découverts sur le tarmac de l'aéroport international de la Tantouta. Ces insectes sont originaires d'Asie du Sud-Est et peuvent mesurer jusqu'à 6 cm de long. J'ai apporté un spécimen pour vous montrer. Il est mort, hein, bien évidemment. Je vais éviter de le diffuser. Du coup, ils se nourrissent principalement des cocotiers et des palmiers, la sève des cocotiers et des palmiers qu'ils perforent à la base des palmes.
Ici, on voit des trous. Ici, on voit bien les attaques sur la base des palmes et qui peut provoquer la mort des arbres attaqués. Un caractère qu'on peut retrouver spécifique des attaques d'Oryctes rhinoceros, c'est la découpe asymétrique, symétrique en fait, des palmes. Il y a un V de chaque côté. Je vous laisserai des flyers pour une sensibilisation plus large de notre lutte. Cet organisme de quarantaine représente donc une menace pour la biodiversité locale, étant donné le nombre important de palmiers endémiques en Nouvelle-Calédonie. On a aussi un enjeu social et culturel derrière, quand on s'aperçoit de la place du cocotier dans les coutumes, les traditions en Nouvelle-Calédonie, mais aussi socio-économique, quand on prend l'exemple de la filière Copra à Ouvéa. Ce ravageur est présent dans de nombreux pays du Pacifique aussi, comme Wallis et Futuna, le Vanuatu, les îles Salomon ou encore la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, afin d'enrayer la propagation de ce fléau, le gouvernement a pris un arrêté définissant des mesures de lutte précises et le CIVAP a complété cet arrêté avec un plan d'éradication. C'est donc dans ce contexte qu'un outil d'aide à la décision a été mis en œuvre avec l'aide du service de la géomatique et de la télédétection de la DTSI. L'objectif étant d'éradiquer et d'éviter sa propagation afin qu'on puisse retrouver un statut sanitaire indemne d'Oryctes rhinoceros en Nouvelle-Calédonie. Wael, tu viens de nous indiquer qu'un outil géomatique a été mis en œuvre. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir fait le choix d'utiliser les SIG pour la gestion de ce plan d'éradication ? Donc, au vu de l'étendue de notre zone infestée, elle part du nord de Tomo et elle s'étend jusqu'à l'Atamois. Donc, au vu de cette étendue, il est important pour nous de faire appel au SIG pour avoir la connaissance avec un grand C du terrain afin de produire des indicateurs et de spatialiser les enjeux. Ainsi, avec le SIG, nous pouvons évaluer l'état sanitaire des zones en indiquant si elles sont favorables ou non au développement de l'espèce, de caractériser les habitats du scarabée, dire la nature en fait, des zones, de visualiser la répartition et la progression des populations et de réaliser des états d'avancement des travaux de lutte. Donc, depuis septembre 2019, on produit des cartes un peu manuellement. On allait sur le terrain avec des fiches de données, un GPS, on relevait des points et on traitait la donnée via le logiciel ArcGIS. Et depuis 3 mois, nous avons recours à ce nouvel outil automatisé qui nous fait gagner du temps à toutes les étapes du projet, aussi bien sur le terrain, lors de la production de visuels, l'analyse des données que pour la prise de décision. Donc le vrai plus de cet outil, c'était l'acquisition de données en temps réel, ce qui facilite finalement les échanges entre les parties opérationnelles terrain et les parties décisionnelles. Et tous les utilisateurs sont satisfaits de cet outil, qui est finalement un outil collaboratif au service de la lutte contre le scarabée rhinocéros en Nouvelle-Calédonie. Tu nous disais que ça fait 3 mois que vous utilisez l'outil. Est-ce que tu peux nous dire comment vous l'utilisez dans le quotidien ? C'est un process assez compliqué parce qu'on a monté plusieurs programmations et d'interfaces pour pouvoir collecter de la donnée. Donc, le gouvernement, via le CIVAP, a passé une convention avec la Chambre pour avoir un peu plus de moyens humains pour nous aider à réaliser le plan d'éradication. Donc, on a détaché à plein temps un chef de projet qui est un agent du CIVAP. Et je vais vous présenter un peu la méthodologie d'acquisition de données sur le terrain. Donc, on a une première phase, c'est la phase de prospection. Donc, il a fallu au départ connaître le terrain. Donc, la zone a été découpée
juste pour information, mais la zone elle a été découpée en carrés d'un demi-hectare pour pouvoir avancer plus facilement, pour traiter les zones plus facilement. Donc l'équipe prospection, c'est des personnels engagés, employés par la Chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie. Ça représente 5 ETP, dont un chef d'équipe. Ils ont une tablette connectée et leur objectif, c'est de prioriser les zones à risque. Donc là, j'ai fait une petite capture d'écran de ce qui se passe sur le terrain, avec un zoom sur une zone. Donc on voit bien le carouillage dans la zone infestée. Et sur chaque zone, l'équipe se déploie et identifie si la zone est à risque ou pas pour un futur développement d'Oryctes. Donc on a un formulaire de saisie qui nous permet de prioriser la zone en fonction de ce qu'on a vu, de ce qu'on peut apercevoir comme des tas de déchets, des bois morts en décomposition avancée ou des symptômes sur des arbres. Mais avec ça, en plus de ça, pour pouvoir justifier auprès du chef de projet que la zone est en priorité 1, donc avec des travaux immédiats, il y a la possibilité de digitaliser via des points avec des formulaires de saisie derrière pour décrire une situation. Donc si on a un tas de déchets, on peut poser un point avec un formulaire de saisie qui nous permet de décrire une situation et de l'illustrer via une prise de photo. Donc là, c'est la partie prospection. Donc c'est la première phase en fait, du projet, ce qui nous permet de connaître le terrain. Après, on a une partie qui est traitée par le chef de projet, qui a une tablette connectée également et qui a plusieurs objectifs. Pour cette première phase, son objectif, c'est de traiter cette information qui arrive, d'organiser, de planifier et de suivre les actions qu'il va proposer aux prochaines équipes d'éradication. Sur la même façon que la partie prospection, des données apparaissent dans une interface différente de planification pour le chef de projet. Donc les zones sont priorisées, il peut maintenant planifier et affecter des personnes et affecter des personnes derrière pour l'éradication. Cette donnée est envoyée pour la phase d'éradication, donc avec un coordonnateur. Là, ils sont gérés, il y a 3 équipes, ils sont gérés par un coordonnateur aussi pareil de la Chambre, avec 3 équipes, une tablette connectée. Et leur objectif, c'est de nettoyer les zones à risque. Là également, sur le même principe, on collecte de la donnée, on change des statuts de travaux en cours, on peut rajouter de la donnée via des formulaires de saisie pour décrire une situation comme trouver un nid dans un tas de déchets avec le nombre de spécimens trouvés, larves, pupes, adultes, etc. Donc ça repart, il y a de la collecte de données aussi pour la phase d'éradication. Et après, toutes ces informations sont traitées, centralisées et analysées via des tableaux de bord. Donc on a différents tableaux de bord qui nous permettent d'identifier un peu où sont les points chauds, les nids, avec des totaux, des spécimens interceptés dans les pièges, des spécimens interceptés hors piège, c'est-à-dire dans les nids, etc. De voir un peu toute la partie quantitative des travaux des types de travaux avec le type de déchets, de voir un peu aussi l'avancement des travaux de prospection. Et puis voilà. C'est pas mal de données qui nous permettent aux parties
décisionnel d'adapter ou pas la stratégie. Donc voilà, comme dit dans l'intro, hein, l'espèce elle est présente dans de nombreux pays du Pacifique avec des mesures de gestion internes à chaque pays. Mais la Nouvelle-Calédonie est le seul pays à avoir utilisé un outil d'aide à la décision pour gérer cette espèce après sa découverte. Donc on s'en félicite. Merci Wael. Alors avec ce projet de lutte, on prend pleine conscience que l'outil géomatique permet de faire le lien entre la réalité terrain et les gestionnaires et voire même les décideurs. Au travers d'un second cas d'usage, nous allons maintenant nous focaliser sur l'aide à la gestion avec Muriel Hagen, chargée du contrôle qualité des eaux de baignade à la DAS. Alors Muriel, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton travail et pourquoi avoir fait appel à la géomatique ? Bonjour tout le monde. Oui, s'il te plaît. Donc, je suis Muriel Hagen, chargée d'études pour les eaux de loisirs à la direction des affaires sanitaires et sociales et au bureau santé et environnement plus spécifiquement. Donc, pour planter le décor, j'ai pas beaucoup de temps apparemment, donc là on va me presser pour le timing. Donc, je suis référente du dossier eau de loisirs. Donc, juste pour vous dire que je ne vais pas m'étendre sur les détails. Et j'ai un prestataire de service à qui on a délégué une partie du contrôle de la qualité de l'eau de loisirs, notamment pour les prélèvements et une partie de la gestion des non-conformités piscines. Ça représente le contrôle des eaux de loisirs représente 150 piscines à usage collectif sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, 61 sites de baignade en mer, donc sur l'ensemble des 3 provinces. Alors, par piscine à usage collectif, on va se focaliser sur les piscines à usage collectif. Dans ce cas de figure, c'est les piscines d'hôtel, les piscines de crèche, les piscines de remise en forme, les piscines municipales, les piscines à usage médical. Ah, c'est galère. Tu l'as éteint ? Ah, il est éteint. C'est peut-être moi alors qui... et les spas. Alors, je vais vous expliquer donc le processus qui a été mis en œuvre jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la découverte de l'application élaborée par le service de géomatique de la DTSI. Alors aujourd'hui, jusqu'à présent, pour faire un contrôle, on fait des mesures physico-chimiques sur le terrain. Donc on va dans l'établissement faire des mesures, des prélèvements. Ça ne fonctionne pas. Donc on fait des prélèvements d'eau en vue de les envoyer en laboratoire. En cas de dépassement, sur le terrain, quand on fait les mesures physico-chimiques, en cas de dépassement de seuil, le prestataire contacte la direction des affaires sanitaires, en l'occurrence moi, le référent, la référente, et on ajuste au cas par cas. Sur le terrain, un compte-rendu de visite est rempli donc à la main avec un duplicata. Donc l'original est transmis au chef d'établissement et le duplicata est transmis à la DAS ultérieurement. 3 ou 4 jours après, on a les résultats d'analyse qui nous sont transmis par le laboratoire d'analyse par mail. Et en fonction des résultats, on met en place des mesures correctives ou non. Si c'est conforme, il n'y a pas de mesure à prendre. Si c'est non conforme, on essaie de récupérer la donnée, où est-ce que l'établissement se positionne, quel est l'historique de ces données,
Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il a des problèmes au niveau de la gestion, etc. On essaie de récupérer un maximum de données pour répondre correctement à l'alerte ou à la non-conformité. Ensuite, le prestataire renseigne un fichier Excel une fois par mois. Il renseigne tout ce qui est paramètres physico-chimiques et bactériologiques précédemment récoltés et l'accompagne de sa facturation. Donc, à la fin de l'année, on se retrouve avec 12 fichiers distincts. C'est très pratique pour moi. En fin de saison, enfin en fin de période, donc une fois par mois, en gros, on fait un débriefing avec le prestataire. Et à la fin de l'année, je vais essayer d'aller un peu plus vite, à la fin de l'année, je compile ces 12 fichiers Excel et j'essaie de les rendre propres. J'homogénéise les appellations et ça prend du temps. Et cet exercice me permet de sortir les bilans périodiques, donc en fin d'année seulement. J'ai beaucoup de mal à sortir des bilans en cours d'année puisque ça nécessite quand même pas mal de manipulation au niveau des fichiers Excel. Donc pourquoi on a fait appel au service de Géomatique? En fait, on a eu une première expérience au niveau du bureau santé environnement avec une application qui a été élaborée par ce même service pour les entomologistes de notre service. Et on a pu constater, enfin le responsable du bureau a pu constater qu'il y avait quand même des intérêts pour le dossier baignade, notamment la récupération de données sur le terrain, la mise à disposition des informations en quasi temps réel. Donc c'était des intérêts forts pour le dossier baignade aussi. Muriel, quels sont les besoins formulés par la DAS pour la mise en place de ce nouvel outil, puisqu'on voit quand même que c'est un process assez complexe? Oui, alors dans un premier temps, on a demandé clairement à avoir un tableau de bord pour pouvoir prendre des décisions et voir passer tous les contrôles de la qualité de l'eau. Donc autant les contrôles conformes, mais aussi surtout les non-conformités pour s'assurer que rien qu'on ne passe pas à côté d'informations. En deuxième temps, la demande était d'avoir une donnée quasiment en temps réel, ce qui est le cas aujourd'hui. De centraliser l'ensemble des informations dans une même application, notamment pour la rendre disponible à l'ensemble de l'équipe Bureau Santé Environnement. Donc, tant au niveau de la localisation de l'établissement, fiche d'identité piscine, fiche d'identité établissement, l'historique, enfin tout ce qui permet de prendre les bonnes décisions en cas de non-conformité. C'était aussi permettre le stockage de la donnée dans un milieu sécurisé, enfin en tout cas plus que jusqu'à l'heure actuelle, et permettre d'élaborer des bilans au fil de l'eau. Est-ce que tu peux nous décrire en quoi l'outil géomatique qui a été mis en place a transformé tout ce process dont tu nous as parlé? Oui, alors voilà, clairement, je reprends le vieux schéma utilisé jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a éliminé la phase papier sur le terrain pour remplir les informations physico-chimiques. On a supprimé la phase casse-tête pour récolter l'information sur le réseau par-ci, par-là. Enfin, pas trop pour moi, mais surtout pour l'équipe BSE. En mon absence, ça devenait très compliqué pour retrouver l'information. Là, on a éliminé cette phase-là, puisque tout est centralisé sur une même application. On a supprimé les interminables fichiers Excel tous les mois. Et on a supprimé le nettoyage de la base de données. Et je remercie grandement le service de Géomatique parce que ça me change la vie. Donc à la place, on a une saisie sur tablette sur le terrain, sur un formulaire qui reprend exactement les mêmes termes que le fichier, enfin le document papier. Donc ça tient sur ces trois copies d'écran.
Une fois que l'information physico-chimique est saisie, elle bascule sur le tableau de bord du prestataire, donc qui dispose aussi d'un tableau de bord. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous expliquer dans le détail, mais voilà, l'ensemble des résultats du terrain sont stockés dans les 2 premières parties du tableau de bord. Et dans un deuxième temps, il pourra saisir tout ce qui est bactériologique 3-4 jours après, sur la partie formulaire à droite. Une fois l'information saisie sur la tablette, cette information est aussi disponible sur l'application de la DAS. Donc là, c'est la page d'accueil. Donc à gauche, tout ce qui est relatif à la piscine, et à droite, en cours de développement, tout ce qui est relatif aux eaux de baignade en mer, que j'attends avec impatience. Donc le tableau de bord de la DAS qui est quasiment le même que pour le prestataire, sauf que il y a une partie tout à droite qui permet d'afficher les résultats bactériologiques en plus. Donc on a aussi des codes couleurs qui nous permettent d'avoir un visuel parfait pour gérer nos seuils d'alerte. Et en bas à droite, on a la partie validation effectuée par la DAS, qui est un item très important à notre niveau. Donc, une fois que l'information est validée sur le tableau de bord de la DAS, là, comme je vous disais juste avant, là en bas à droite, une fois que c'est validé, l'information disparaît du tableau de bord et va s'historiser automatiquement dans la partie, est stockée, et nous permet de l'avoir accessible dans le tableau de bord synthèse. Donc le tableau de bord synthèse a été élaboré sur le même modèle que le bilan annuel élaboré jusqu'alors, sur la même base. Donc on n'a aucune difficulté à se retrouver. Alors là, il faut juste noter qu'on n'a que 3 semaines de saisie, on vient juste de commencer. Donc on n'a pas beaucoup d'informations encore disponibles pour vous montrer le rendu, un meilleur rendu. Alors les avantages, clairement, on a un gain de temps pour le prestataire et pour la DAS. Un gain de temps pour le prestataire parce qu'il y a une saisie sur le terrain directement. Il n'y a pas à ressaisir après au bureau. Pour la DAS, parce que l'information est quasiment disponible en temps réel et on est hyper réactif. Avantage pour la validation par la DAS, parce que on a délégué une partie du contrôle. Donc là, on remplit pleinement notre rôle de contrôle en voyant passer toutes les conformités, mais aussi surtout les non-conformités. Donc on peut intervenir à chaque moment. L'accessibilité de la donnée quasiment en temps réel. Donc ça, c'est un point très important pour nous. L'accessibilité à toute la donnée par l'équipe DAS. Ça facilite grandement la gestion du dossier par tout agent en dehors du référent. L'accessibilité aussi via une application sur le web H24, donc où que l'on soit et à n'importe quel moment. Plus de papier, donc ça c'est plutôt écologique, et il n'y a plus de gestion du papier aussi qui était assez chronophage. Et la valorisation de la donnée pour le contrôle de la facturation. Ça, c'est un besoin qui n'avait pas été formulé au début, mais au final, on peut élaborer un récapitulatif qui argumente la facturation du prestataire. Donc, il y a une phase contrôle de la mission effectuée par le prestataire qui, là aussi, a été supprimée. Pour ce qui est des contraintes, il y a des défaillances. Et plus de papier pour l'établissement, comme quoi comme preuve du contrôle. Mais on est en train de travailler à une autre solution avec le service géomatique. On a vu au travers des différentes captures d'écran que la cartographie, elle était toute petite dans tous tes visuels. Est-ce que tu peux nous dire, il me semble que c'est ça répond à un premier besoin.
et que la cartographie va prendre de l'ampleur par la suite. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, exactement. Là, la carto est assez petite, elle n'est pas au centre des tableaux de bord, mais c'est vraiment une demande de la DAS, hein, c'est de visualiser l'emplacement de l'établissement pour faciliter les décisions. Mais c'est vrai qu'on envisage un petit peu plus. Donc là, on a acquis les données physico-chimiques, la donnée bactériologique. On aimerait aussi développer la partie audit annuel. Donc là, c'est l'audit des installations dans les piscines. Donc le matériel, est-ce qu'il est conforme, non conforme. La gestion du fonctionnement de la piscine aussi, ce qui est hyper important, qui nous intéresse aussi à la DAS. La gestion des non-conformités, parce que cela nous permettra d'élaborer un indicateur du risque sanitaire et le rendre disponible au grand public. C'est la finalité de ce développement souhaité. Ensuite, il y a tout le volet baignade en mer qui est à développer, qui permettra d'avoir à disposition pour le grand public du classement officiel des eaux de baignade en mer, et le volet rivière qui, pour l'instant, n'est pas du tout, enfin on est au tout début, on ne l'a pas encore développé, mais c'est un souhait également de rendre disponible la donnée pour le grand public surtout. Voilà, j'ai fini pour ma présentation. Merci Muriel. Au travers de ces deux cas d'usage, on a pu constater que le panel d'applications et d'usage est bien plus large que ce que l'on peut voir sur GeoRep. Grâce au questionnaire dont je parlais en introduction, nous avons recueilli un grand nombre de remarques, dont notamment ce que vous aimez sur GeoRep, ce que vous pouvez en voir, l'explorateur cartographique et ses dérivés. Sachez que tous ces points positifs que vous nous avez remontés au travers du questionnaire ou au travers de toutes les interactions qu'on peut en avoir avec vous par d'autres biais, on les entend, on les conforte et on va continuer de les satisfaire. La mise à disposition de la donnée, on a vu que c'était un point important qui était remonté. Avec le projet Open Data du gouvernement qui vous sera présenté ce soir, on s'inscrit dans cette démarche et on est en train d'initier la migration de nos licences Creative Commons vers la licence ouverte d'Etalab. Bien sûr, on n'est pas parfait et on voudrait s'améliorer. Et donc, c'est ce qui était également demandé dans le questionnaire. Savoir un petit peu ce qui était amélioré et ce qui n'existait pas et ce que vous voudriez voir. Donc là aussi, on entend vos remarques et on est content que vous les formuliez parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. Concernant les problèmes sur les données que vous nous avez remontées, on les fait toujours transmettre aux producteurs et gestionnaires des données. Côté applicatif, comme je le disais en introduction, on a pris le parti de ne pas faire de développement. Donc on est contraint par ce que nous propose ArcGIS Online. Et autant que se peut, on essaye quand même de creuser dans ce qui existe pour voir comment vous satisfaire. Je prends juste un petit exemple avec la 3D qui revient très souvent et on a initié les démarches de réflexion de ce côté-là. C'est assez limité, donc voilà, on creuse et on essaye de vous proposer des choses, mais pour le moment c'est assez limitant. Sachez que voilà, on prend toujours en considération et qu'on fait dans la mesure du possible. Pour conclure, GeoRep ne cesse d'évoluer au profit de nouveaux besoins et suite au GIS Day, un questionnaire légèrement différent sera mis sur GeoRep de façon à ce que tous ceux qui n'ont pas participé là à ce questionnaire pourront remonter leurs besoins s'ils en ont envie. Et pour finir, donc, le questionnaire que je vous évoque faisait l'objet d'un jeu. Donc on va passer au gagnant de ce jeu. Notre grand gagnant d'une licence ArcGIS Online valable 1 an, comprenant 100 crédits d'utilisation, est, roulement de tambour, Cyril Dumas-Pilou.